Vous le savez, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des vidéos sur les animaux, et notamment les animaux domestiques. Mais c'est important que je vous explique qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce que vous savez, les animaux domestiques, très souvent, nous sauvent de la solitude, nous aident dans la gestion de notre propre stress. Ils peuvent également enseigner des leçons de vie extrêmement importantes. Et vous allez voir que si nous observons ces animaux attentivement et qu'on les aime tels qu'ils sont, ils peuvent être d'une richesse d'enseignement incroyable. Et du coup, en fait, grâce à nos neurones miroirs, on va pouvoir tirer énormément de ces animaux dans notre propre attitude. Et vous allez voir que contrairement à l'opinion populaire selon laquelle les gens seuls ont tendance à avoir des animaux, et ben par exemple, la plupart des chats et des chiens vivent dans des familles d'au moins 3 personnes. Donc ça prouve que c'est pas fait pour les gens seuls, au contraire. D'ailleurs, il y a une autre enquête qui a été réalisée via un site internet important qui vend de la nourriture pour animaux, qui expliquait que 26% des propriétaires de chiens, de chats, de rats, de hamsters ont adopté des animaux de compagnie en raison de leur amour pour eux. Et aussi à cause de l'opportunité d'avoir un ami fidèle et puis de prendre soin de lui. En fait, l'effet bénéfique sur le développement de l'enfant par rapport à ça, il est également un facteur extrêmement important. Aujourd'hui, c'est cité comme un des arguments clés par 8% des personnes qui répondaient à des études. 9% insistent sur le rôle social que va nous permettre les animaux. Donc 8% vont vous dire c'est hyper bénéfique pour mes enfants, ça leur permet d'être en joie, de sortir, d'arrêter parfois d'être que sur la PlayStation, mais d'avoir une activité. Ensuite, ça leur a permis de socialiser, parce que quand vous avez un animal et que vous sortez, les personnes qui ont d'autres animaux vous rencontrent, vous contactent. Moi, je n'ai jamais connu autant de personnes que depuis que j'ai des animaux. D'accord ? Et vous allez voir que souvent, c'est vrai que ça peut sortir aussi des propriétaires de la solitude. Et en ce qui concerne les autres 34%, ils ont trouvé difficile de donner une réponse précise à la question, disant que en fait, ils ne peuvent tout simplement pas répondre à la question ou imaginer la vie sans un animal dans leur maison. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Très souvent, on se pose la question ici dans ce foyer, c'est est-ce qu'on pourrait ne plus avoir de chien? C'est juste impossible pour nous. D'accord? Donc, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous avons un amour pour les animaux ou est-ce que nous avons un amour pour nous-mêmes? Vous allez voir qu'au cours des 50 dernières années, si on remarque bien l'attitude envers les animaux domestiques, que ce soit en Europe, partout dans le monde, a considérablement changé. C'est-à-dire qu'on a changé de mindset par rapport aux animaux. Par exemple, si on y va du côté des chiens, avant les chiens vivaient dans une famille principalement, pourquoi? Parce qu'en fait, ils gardaient la maison. Et puis, les chats, on les prenait parce qu'ils protégeaient des rongeurs. Maintenant, ils sont perçus comme des membres à part entière de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le terme « animaux de compagnie » a commencé même à apparaître chez les vétérinaires. C'est-à-dire que c'était plus des animaux que domestiqués, mais c'est des animaux de compagnie. Chaque année, la demande pour les services de psychologie animale augmente en permanence. Il y a plein de livres, de magazines spécialisés qui sont publiés aujourd'hui sur les animaux et la relation qu'on a avec eux. Il y a plein d'émissions de télé qui sont très bien faites d'ailleurs sur la vie des animaux, que ce soit les chats ou que ce soit les chiens. En fait, les gens aujourd'hui veulent comprendre ce que leurs animaux ressentent et même ce qu'ils pensent. Et en ce sens, ces émissions nous aident beaucoup à comprendre leur univers. Aujourd'hui, nous prenons soin d'eux d'une manière qui est complètement différente de ce que nous avions l'habitude de faire au préalable, en tout cas dans le temps. Les coiffeurs, les hôtels, et même il y a même des studios pour chiens, et des studios pour chats aussi qui apparaissent, des dog-sitters, des lieux de garderie, et on s'aperçoit qu'on est en train d'apporter à nos animaux à peu près le même service qu'à nous. Il y a des services de toilettage, par exemple. Ça veut dire que nous sommes heureux de jouer à ce jeu sans réfléchir si c'est nécessairement pour les animaux qu'on le fait. Et en fait, vous allez voir que cette humanisation,
elle est bonne pour nous, mais est-ce qu'elle est bonne pour eux? Comprenez que lorsque le propriétaire nourrit le chien ou le chat avec ce qu'il mange lui-même, l'habille et le couche, et ben en fait, il remplace en quelque sorte sa relation ratée avec une autre personne. D'accord? Et ça, c'est important parce que d'avoir une relation avec les animaux, c'est sympa, mais ça ne veut pas nous ôter d'avoir des relations entre humains. Ça, c'est très important. En forçant notre chien ou notre perroquet à vivre une vie presque humaine, nous ne nous soucions pas tant des vrais désirs de l'animal que nos propres besoins, en fait, au fond. Lesquels, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas obligatoirement les satisfaire, donc on va les projeter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'animal devient un objet de transition. Ça veut dire qu'on va essayer, par exemple, de compenser un manque de tendresse ou un manque de confiance en soi avec l'animal. Le chien, on va dire qu'il est infiniment fidèle. On va dire que le chat, il est sensible, il est délicat. C'est-à-dire qu'on va utiliser plein de clichés dans notre langage tous les jours lorsque nous parlons de nos animaux, okay, particulièrement nos animaux de compagnie. On va leur attribuer vraiment des sentiments et des émotions humains. La discussion sur les moindres détails de leur vie, de leur caractère, de leurs habitudes, quelque part tout ça là, ça masque souvent notre besoin un peu narcissique d'être au centre de l'attention. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est aussi important de comprendre que ça fait partie de la relation que nous avons avec les animaux. Okay, et d'ailleurs, ça se retrouve souvent chez les personnes qui ont du mal à parler d'elles. Okay, donc ça, c'est important de faire ce lien. Il ne faut pas que l'animal soit un état de réparation. Okay, maintenant, les animaux de compagnie sont vraiment un complément utile. C'est-à-dire qu'on a tendance à exagérer, par exemple, la capacité psychothérapeutique des animaux de compagnie. Okay, surtout lorsque on va leur attribuer la capacité de guérir de nos maladies, okay, nos maladies mentales par exemple. Alors c'est vrai que c'est une aide considérable pour une personne qui a une dégénérescence, mais ça ne guérit pas pour autant. La communication avec un chien ou avec un chat aide bien sûr à faire face au stress, à des tensions momentanées, mais ça ne résout pas les problèmes psychologiques. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, surtout s'ils sont profonds. Et ça, c'est important d'en faire la distinction, parce qu'une fois encore, il ne faut pas se tromper sur la relation qu'on doit avoir avec eux. Et vous allez voir qu'en observant les animaux, on apprend à comprendre sans mots. On va développer notre intuition, on va développer notre attention. Et je pense que c'est le premier effet ultra positif de la communication que nous avons avec eux. En fait, je vais le dire différemment. Le phénomène de l'animal domestique, il s'est développé avec le désir de l'homme de conquérir la nature. Et ça, en fait, il faut profondément le comprendre. Comprenez aussi que depuis l'Antiquité, les gens sont ambigus à propos des animaux. Comment je vais vous expliquer ça? D'une part, il y a beaucoup d'animaux qui sont une sorte d'objet constant de chasse, et d'autre part, la société humaine est intéressée à reproduire leur population. Et donc, par voie de conséquence, il est nécessaire d'établir, une fois encore, des relations avec eux, se racheter devant eux, enfin bref, on a une relation très ambiguë avec les animaux, parce que, oui, on vit avec, mais ça ne nous empêche pas parfois de les manger. C'est pourquoi aujourd'hui, comme dans l'Antiquité d'ailleurs, les bons chasseurs parlent avec ceux qui faisaient les bons chasseurs. Alors vous savez, je sais qu'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon. Le bon chasseur, c'est quelqu'un, il voit quelque chose qui bouge, bon, il tire. Ça, c'est le bon chasseur. Et le mauvais chasseur, c'est quelqu'un, bon, il voit quelque chose qui bouge, mais c'est bon, il tire. Bon, ça, c'est le mauvais chasseur. Bon, c'est la différence. Ok. Toute ressemblance avec les inconnus serait fortuite naturellement. En tout cas, les bons chasseurs parlent avec ceux qui devraient devenir leur proie. Okay, vous allez voir que dans de nombreuses tribus, qui vivent de la chasse d'ailleurs, et encore aujourd'hui, les os d'un animal tué et mangé sont enterrés avec des honneurs. Alors peut-être que notre amour pour les animaux, en fait, notamment les animaux de compagnie, continue en partie cette forme de tradition. C'est-à-dire qu'en entourant les chats, les chiens, les chevaux d'attention, de vraie attention, quelque part nous nous rachetons pour le meurtre en masse des vaches, des porcs, des moutons. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre aussi de déculpabiliser quelque part
notre côté un peu carnassier. En d'autres termes, l'attachement aux animaux domestiques va permettre à une personne de se dispenser de sa culpabilité pour l'extermination d'animaux, notamment des animaux qu'on va manger quotidiennement, pour la viande, pour la fourrure ou pour la peau avec lesquelles on va s'habiller parfois. D'accord ? Donc c'est intéressant de comprendre que c'est aussi un effet de compensation. Maintenant, en communiquant avec les animaux de compagnie, en fait, quelque part, nous sommes attirés par leur attitude. Et notamment, ils ont une attitude qui n'est pas critique envers nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. L'acceptation émotionnelle, j'ai envie de dire que l'acceptation inconditionnelle et l'attention à nos actions et à nos états psychologiques. En fait, il y a un bon nombre de compétences que nous acquérons en vivant à côté des animaux de compagnie. Parce qu'en fait, ils nous aident à communiquer avec les autres et à mieux nous comprendre nous-mêmes. Une fois encore, par le biais des neurones miroirs. En fait, les animaux ne nous guérissent pas littéralement, mais ils nous apprennent à accepter et à donner de l'amour, à ne pas avoir peur d'exprimer nos sentiments. Bon, je vais le dire différemment. Notre relation avec les animaux de compagnie, elle est très importante parce que cette relation avec les animaux de compagnie ne remplace ni n'imite les relations humaines, mais elle ne leur sert que de complément utile. C'est un complément utile et un complément hyper enrichissant. Tenez par exemple, vous savez que moi j'ai 2 chiennes à la maison, ok. Je les adore vraiment profondément. Les principaux traits des chiens, c'est quoi? La sociabilité, la fidélité. Le chien, il est prêt à jouer un certain rôle dans la famille, par exemple en tant que gardien, en tant que nounou, ok. Et vous allez voir que la personnalité du propriétaire, okay, les gens qui ont un chien, pour plein de raisons, okay, ceux qui décident de franchir cette étape peuvent être à la fois ouverts et réservés. Ils sont tous unis par un espèce de besoin accru de relations. Notamment des relations qui vont être des relations chaleureuses, des relations émotionnelles. Vous allez voir que les propriétaires de chiens, particulièrement de chiens, apprécient particulièrement leur fidélité, okay, qui ne dépend d'aucune circonstance, et encore moins de circonstances extérieures. Et ça, c'est vraiment plutôt agréable. Ça veut dire que quand on a des chiens, ce que les chiens nous apprennent, c'est comprendre la situation avant de commencer une relation. Comprendre la situation avant de commencer une relation. Un chien, c'est un observateur extrêmement attentif. Il est étonnamment sensible aux émotions et aux intentions des gens. Ça veut dire que si un chien entre dans un nouveau groupe de personnes, en fait, il va lui falloir du temps pour comprendre. Il va falloir du temps pour comprendre comment les rôles sont répartis. Qui est le chef? Qui nourrit la famille? Qui jouera avec lui? Qui va le promener? Ça, c'est très important. Seulement après s'être orienté dans ce système des relations entre les personnes, le chien va commencer à établir une relation spéciale avec chacune d'entre elles. D'accord? Séparément. Son tact, sa capacité à entrer en contact avec les gens, justement en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs préférences, notamment leurs préférences individuelles, c'est ça qui va faire que tout le monde va pouvoir s'adapter et avoir envie d'aimer le chien. Ça, c'est un vrai modèle. En ce qui concerne les chats, j'ai eu des chats également, et au départ, sachez une chose, c'est que c'était un animal que je n'aimais pas, mais grâce à une rencontre avec une chatte, et ben j'ai vraiment appris à les aimer, et ils ont fait partie d'une grande part importante de ma vie. Voilà, très important. Les chats et les chats. Ok ? Soyons clairs, et toute représentation mentale maintenant vous appartient. Ok ? Les principaux traits, en fait, c'est l'indépendance et la capacité à maintenir les gens à distance. Le chat, en fait, il est discret dans la communication. Il va doser soigneusement les signes de son amour et il décide lui-même quoi faire. D'accord ? Ça veut dire que c'est en lien avec la personnalité, une fois encore, du propriétaire. Le stéréotype commun qui attribue les traits d'un rêveur solitaire à un amoureux des chats, c'est pas très éloigné de la vérité, en fait, en vrai. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Pour vivre en harmonie avec lui, le propriétaire,
il doit respecter son territoire et il doit respecter son rythme de vie. Respecter son territoire, respecter son rythme de vie. Ce qui implique en lui une disposition à penser plutôt qu'à agir. En fait, c'est ça que les chats nous apprennent. Vivre et laisser vivre les autres. Le chat, il sait ce qu'il veut. Il choisit sans aucun doute ce qui lui convient le mieux. Il est très au clair avec ses besoins, le chat. C'est pourquoi il y a plein de gens qui ont tendance à le considérer comme froid, comme égoïste. Mais en fait, comprenez que ce n'est pas vrai. Le chat, c'est une créature extrêmement sensible et son affection, notamment pour le propriétaire, bien que c'est vrai pas toujours aussi évidente que celle du chien, fait de lui un ami fidèle et qui est prêt à soutenir et à calmer. Principalement par des touchés doux, une présence. C'est comme ça que le chat, en fait, il nous donne moi, je trouve qu'il nous donne une bonne leçon sur la façon d'équilibrer nos propres intérêts et les besoins des autres. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, pour ceux qui sont adeptes de rongeurs, parce qu'il y en a, sachez que les principaux traits des rats sont la curiosité, par exemple, des rongeurs, à la recherche de nourriture ou de nouvelles expériences. Et en fait, vous allez voir que cette petite créature, elle est prête à explorer les coins les plus reculés de la maison. C'est un explorateur. Okay. C'est-à-dire que les rongeurs, ils sont faciles à entraîner. Ils vont distinguer les gens par leur odeur. Ils vont les reconnaître sans aucun doute, mais vraiment d'une façon très facile. Ils peuvent reconnaître un propriétaire parmi des centaines de personnes. D'accord ? Et vous allez voir que c'est en lien avec la personnalité du propriétaire. Les rats sont acquis par des personnes, par des natures originales. En règle générale, en fait, ils aiment que ces rongeurs ne nécessitent pas de soins particuliers. Okay ? Et en raison de leur nature curieuse, ce sont aussi des personnes qui s'adaptent parfaitement à toutes les situations. Et en fait, ces qualités font du rat, je pense, un excellent compagnon. C'est-à-dire que vous pouvez constamment les transporter avec vous. Vous pouvez, combien de fois vous avez vu dans la rue des personnes avec des rats? Alors ça vous dégoûte peut-être, mais l'emmener en voyage, le montrer aux autres. En plus, les rats sont souvent choisis par des personnes qui manquent profondément de sensations tactiles dans la vie. Ok ? De tous les jours. C'est-à-dire que leurs animaux de compagnie, notamment les rats, c'est petit, en fait, ils les aiment non seulement parce qu'ils vont ramper sur leurs bras, mais ils vont être sur leurs épaules, sur la tête du propriétaire, et ils en tirent un profond plaisir. Donc quand vous voyez les personnes qui ont des rats, et qui parfois peuvent avoir un côté un peu reboutant, ce sont les personnes qui ont profondément besoin d'amour. Okay. Et ce que les rats nous apprennent, c'est qu'ils vont nous apprendre l'acceptation d'un être cher malgré la résistance des autres. Okay. Ça veut dire que les anciens stéréotypes attribuant beaucoup de qualités négatives aux rats sont encore assez forts dans notre société. Donc quiconque ose avoir cet animal devra affirmer ses sentiments pour lui, en fait, malgré l'espèce de condamnation et l'incompréhension des autres. C'est pour ça que vous verrez souvent des personnes afficher un positionnement de vie anarchiste avec des rats. Et en dépit de sa simplicité bien connue, le rat a quand même besoin de certaines choses. Par exemple, sa cage doit toujours être extrêmement propre. Ça, faut le savoir. Ça apprend une personne à traiter de manière responsable, respectueuse les intérêts des autres. Donc ça, c'est extrêmement utile. Maintenant, sous une forme un peu plus douce et un petit peu moins contraignante, on apporte beaucoup de choses. Un rat apporte beaucoup de choses, des rongeurs apportent beaucoup de choses. Il faut juste ne pas se tromper et par contre être très au clair que c'est une nature extrêmement différente des chats et des chiens. Et puis enfin, pour les adeptes des poissons, sachez que les principaux traits, c'est le comportement zen en fait. C'est fermé, c'est imperturbable dans leur aquarium qui est scellé, okay, et il nous montre une espèce de tranquille esprit d'esprit qui vaut la peine parfois d'être appris. C'est-à-dire, j'accepte ma dimension et j'apprends à vivre et à être bien dans cette dimension. Et une fois encore, c'est en lien avec la personnalité du propriétaire. Okay, un propriétaire, il n'est pas très approprié dans ce cas de parler d'un propriétaire au sens traditionnel du terme, mais un aquariophile invétéré très probablement ne pensera pas
de partager ses pensées avec les poissons. D'accord, d'ailleurs, qui ne sont pas très capables de distinguer qui il est en fait. Parce que le poisson, lui, n'est pas très au clair avec sa distinction de la main qu'il alimente tous les jours d'une autre main. D'accord? Donc celui qui achète le poisson, c'est plutôt une personne qui va être dans une dynamique contemplative, qui va plutôt être dans la retenue, sans exiger des émotions de son propriétaire ou une participation active à sa vie. En fait, le poisson deviendra une espèce de compagnon idéal d'une personne qui a besoin de retrait. En plus, ils sont souvent acquis par, soyons clairs, des personnes qui sont habituées à tout contrôler. Ça aussi, c'est important. D'accord? Donc du coup, ce que nous enseignent les poissons, notamment les poissons d'aquarium, hein, d'accord? On parle d'animaux domestiques. Ils nous apprennent à nous détendre. Il a été noté depuis très longtemps que ces animaux de compagnie sont d'excellents objets de méditation. C'est pour ça que vous trouvez des carp-koi dans des endroits de méditation. Au Japon, dans tous les plus beaux lieux du Japon, vous avez toujours des espaces avec des grosses carp-koi. Bon, d'abord parce qu'il y a une dimension sacrée de ce poisson, mais en même temps parce que c'est vraiment l'incarnation de la dimension du zen. D'accord ? Donc, dans les conditions difficiles d'une grande ville, beaucoup d'entre nous ont tout simplement, j'ai envie de dire, perdu cette capacité de nous reposer dans notre esprit, dans notre corps, alors qu'un aquarium, en fait, ça aide à restaurer cette compétence. Okay ? Combien de personnes vont vous dire moi, ça m'apaise quand je vois les poissons. En plus, ça nous permet de combiner de manière un peu organique l'admiration pour l'imprévisibilité et la beauté de la faune avec un désir naturel de paix, de confort, de sécurité. D'accord ? Après tout, un aquarium, c'est un véritable océan. C'est en miniature, d'accord ? Mais le seul avantage, c'est qu'il n'y a jamais de tsunami ni de tempête dans cet océan. Ça aussi, c'est important. Voilà ce que les animaux peuvent nous transmettre et nous apprendre. Donc dites-moi, vous là, si vous avez des animaux de compagnie ou si vous en voulez un, qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous avez appris de vos animaux ? Ça m'intéresse beaucoup. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.